Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire des kicks qui sonnent pro au sein et au contexte de vos mix et de votre production. Et du coup, on va parler des erreurs que je vois le plus quant à la production et au mixage de kicks. Première erreur que je vois le plus, c'est une mauvaise longueur de kick au sein de la production. C'est-à-dire que si on a un kick trop long, tout le reste derrière va être en fait dur à gérer et c'est comme si on bâtissait sur de mauvaises fondations. C'est-à-dire que la transition entre le kick et la basse typiquement va être mauvaise si le kick est trop long. Typiquement, on va avoir trop de rumble, trop de sub comme ça à chaque impact de kick et c'est le meilleur moyen, croyez-moi, d'avoir en fait un low end globalement dans votre mix qui est pas précis et qui est pas distinct et pas clean en gros. Donc en gros voilà, c'est super important vraiment d'avoir cette longueur qui est parfaitement maîtrisée pour toute la suite derrière. Tout ce que je vais vous expliquer et tout ce dont on va parler dans cette vidéo va être basé là-dessus. Si vous n'avez pas la bonne longueur dès le début, tout le reste ne pourra être que à côté de la plaque. Donc dès le moment où on a une bonne longueur, l'autre erreur que je vois souvent, c'est la transition kick-bass en fait qui est soit mal gérée, soit négligée. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, pour faire la transition kick-bass, on a plusieurs moyens, on a plusieurs outils en fait à notre disposition. Évidemment, ce que les gens font le plus, c'est se servir d'un compresseur pour ducker la basse quand le kick tape. Alors autant dans certains cas, dans certains contextes, ça peut marcher, pourquoi pas, mais autant dans plein d'autres cas, souvent, c'est pas assez précis et c'est pas assez, comment dire, on n'a pas assez de contrôle avec un compresseur pour faire ça de la manière correcte, professionnelle, entre guillemets. Typiquement, les gens se servent de compresseurs ou alors se servent aussi d'enveloppe shaper comme Shaper Box, Volume Shaper, je crois qu'il s'appelle, etc., etc. Tous ces plugins qui permettent de faire une automation de volume qui est syncée sur un BPM. Alors ça peut très bien marcher, le fait de pouvoir dessiner son automation réellement syncée sur un BPM. Si on a une prod en 4/4, etc., ça peut faire le job. Autant si on commence à faire des trucs un petit peu plus complexes en termes de rythmique, ça peut commencer à être un peu limite. Alors je sais, vous allez me dire, on peut trigger ces plugins via un level, via un threshold, par exemple en envoyant le kick dedans dans cette chaîne, etc. On peut évidemment, mais ce que je préfère faire personnellement, et c'est ce que je fais tout le temps pour finir, parce que c'est la manière la plus efficace, la plus précise de le faire, c'est de faire cette automation de volume, mais à la main, à l'aide d'un plugin de gain tout bête. Typiquement, vos utilitaires de vos dos respectifs iront très bien pour ça. Vous mettez ça en fin de chaîne et vous faites vous-même un sidechain à la main. Vous pouvez commencer sur une noire par exemple et ensuite vous dupliquez ça partout où il y a besoin. Ça va prendre un peu plus de temps, mais il y a des gros avantages. Le gros avantage, c'est que déjà vous maîtrisez exactement ce que vous faites. Dès le moment où vous êtes dans des prods un peu plus complexes que du 4/4, je veux dire par là qu'un kick qui tape en 4/4, déjà vous pourrez être plus libre et surtout vous pouvez aller plus loin dans ce sidechain, c'est-à-dire créer des petits grooves comme ça subtils, par exemple un kick sur deux ou etc. Je vous donne des exemples, mais ça vous ouvre plus de possibilités. Et quand vous produisez au début, c'est super important vraiment d'avoir ça qui est juste, c'est-à-dire cette transition entre la basse et le kick, de faire ce ducking de manière vraiment correcte. Et comme je vous disais avant, si vous n'avez pas la bonne longueur de kick, s'il est un petit peu trop long ou etc., ça va foutre la merde. Cette transition, en fait, concrètement, entre le kick et la basse, c'est une zone, c'est un laps de temps où il peut potentiellement y avoir des problèmes. Si par exemple votre kick contient une fondamentale qui n'est pas la même fréquence que celle de la basse, typiquement quand une basse joue des notes différentes, on peut se retrouver avec certaines transitions qui se retrouvent en fait à faire un crossfade entre deux fréquences basses sub qui n'ont pas la même fréquence en fait, qui n'ont pas la même note. Dans ce cas-là, si vous faites pas bien cette transition, vous allez faire un build-up en fait de fréquences juste à cet instant-là qui va faire que typiquement le bas dans le mix sera pas super précis quoi. Donc ça c'est vraiment une étape ultra importante qui est trop souvent négligée quoi. Ensuite, cas suivant, c'est le tuning du kick. Alors je parle pas forcément de tuner votre kick sur la root note de votre prod, pas forcément ça qu'il faut faire. On peut le faire. De nouveau, on parle de choses qui dépendent du contexte. Donc des fois ça pourra marcher, des fois ce sera une autre chose qu'il faudra faire. Moi je parle ici en tout cas de choisir sciemment où tape votre kick, où est la fondamentale du kick par rapport au reste. Donc si votre prod est tonale entre guillemets, que vous jouez des trucs mélodiques et tout ça et que vous voulez vraiment tuner ce kick sur la root note, de nouveau ça va dépendre aussi de la longueur du kick, ça va dépendre du type de kick. Est-ce que c'est un kick qui est tonal, c'est-à-dire qui maintient une certaine fréquence à un endroit, ou au contraire c'est un kick qui descend sans arrêt en pitch, qui est atonal comme on dit. Tout ça c'est des paramètres qui vont influencer évidemment sur ce que vous allez faire,
mais au final, il faut vraiment choisir sciemment où tape son kick. L'erreur que je vois typiquement, c'est des kicks qui tapent trop haut, dont la fondamentale est trop en fréquence. Et du coup, en fait, on se retrouve avec un kick qui n'a pas vraiment ce qu'il faut dans le bas pour créer comme ça cette vibration qui nous fait vibrer la cage thoracique si on écoutait ça, par exemple, sur un gros sound system. Ce qui est le but, je le rappelle quand même, si on fait de la musique électronique un peu. En général, évidemment, il va y avoir des cas où ce sera peut-être pas le cas. Si vous voulez tuner votre kick, vous pouvez le faire, par exemple, sur un rapport de notes qui va être à la 5e. Ça, c'est la grosse classique, mais on peut le faire aussi sur d'autres rapports, etc. Bref, on rentre pas là-dedans, c'est pas le sujet de la vidéo. Maintenant, autre erreur, super classique aussi, ça c'est le truc typique, on l'a tous fait, on en est tous coupables à un moment ou un autre dans notre vie. Je vous pose le tableau. Vous êtes là en train de vous battre avec un kick depuis X heures à essayer d'équaliser, compresser, faire tout ce que vous voulez dessus pour le faire rentrer dans le mix et vous n'y arrivez pas. Je vais vous dire un truc, les 3/4 du temps, la solution c'est simplement de changer de kick. Le problème vient très certainement du fait que vous avez choisi dès le début un mauvais kick, si vous utilisez du sample, ou vous avez designé un mauvais kick qui ne fit pas bien avec le reste. Quand c'est le cas, il faut arrêter d'essayer de se battre. Les 3/4 du temps, le fait de changer de kick, c'est quelque chose qui marche super bien et ça va régler tous vos problèmes presque comme ça, quoi. Et on en vient un peu au fait du sound design. Sound designer ces kicks à partir d'un certain niveau, quand vous atteindrez un certain level en production et en mixage, ça devient sincèrement indispensable parce que justement, vous pourrez contrôler exactement tous les aspects du kick pour faire qu'il fit complètement dans vos mix et vos prods. Donc, allez apprendre comment sound design des kicks. Pour ça, j'ai une formation qui vous apprendra exactement tout ce dont vous avez besoin de savoir pour designer des kicks de A à Z dans des synthés, mais aussi avec de l'audio. Ça va vous servir non seulement à créer vos propres kicks en partant de zéro, mais aussi et surtout à comprendre en profondeur comment est composé un kick, de quoi il est composé, et du coup, même si vous utilisez des samples, vous allez pouvoir modifier ces samples, faire des layers, etc., pour vraiment faire les kicks dont vous avez réellement besoin et arrêter de vous battre pendant des heures à process des trucs qui au final n'en valent pas le coup parce que c'est pas la bonne source. Donc si vous souhaitez vraiment vous former là-dessus, allez checker ma formation, je vous mets les liens en dessous dans la description. Vous allez sur stropstudio.school et là vous aurez toutes les infos, vous pouvez voir le programme, etc. Je vous laisse aller voir ça. Ensuite, comme erreur ou négligence plutôt dans ce cas-là, on a le fait aussi de ne pas laisser assez de place au sein du mix, au contexte du mix ou de la prod, pour le kick. Ça, c'est un truc qui est ultra sous-coté ou ultra négligé par beaucoup de monde. Je vois trop de gens qui stackent plein de trucs par-dessus leur kick au moment même du clic du kick par exemple, etc. Dans un kick, pour faire simple, on a deux grosses parties qu'on veut faire translate, enfin qu'on veut faire percer à travers le mix. C'est la partie attaque, le click, qui va se trouver dans les mids en général, voire aigus, et on a la partie fondamentale, le humph, le low du kick, le sub du kick, qui est dans les subs, généralement entre 40 et 60 Hz. Et c'est super important de prendre ça en considération dès le début, quand on prod, mais aussi quand on mixe, et de laisser la place, de faire ce qu'il faut pour que ces deux parties du kick aient vraiment la place pour percer à travers le mix. Donc pour ça, il va falloir faire plein de choses. Il va falloir faire généralement des sidechains, du ducking, etc. Mais plus particulièrement ce que j'appellerais des sidechains ou du ducking transparent. Par transparent, je veux dire faire la place donc au click et au sub du kick, mais de manière transparente. On va pas entendre de manière évidente le pumping que pourrait faire genre un compresseur ou un plugin de sidechain. Dans ce cas-là, on veut quelque chose qui en fait crée juste la place, mais de manière inaudible dans le sens où on n'entend rien pomper ni rien. On n'a pas l'impression que la source qui est duckée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, ça laisse juste passer ce qu'il faut comme information, mais de manière fluide et transparente, et ça permet de faire que tout va s'imbriquer correctement entre eux, quoi. Et donc en musique électronique, c'est spécialement important de faire gaffe à ça. Et ça, très souvent, de mon expérience, quand je travaille sur des projets pour des clients, c'est des choses qui sont faites, mais souvent à moitié ou pas assez. Ils n'ont pas assez mis l'accent sur le fait de cleaner comme ça et de faire de la place pour le kick. Et les 3/4 du temps, c'est ce qui va engendrer d'autres erreurs ou d'autres problèmes. Et donc, on en vient à l'erreur suivante, qui est une erreur de mixage, globalement, voire de production, mais surtout de mixage du kick, qui est d'aller booster la fondamentale du kick. Alors, on parle de mixage, c'est-à-dire qu'on parle de choses qui, à chaque cas, vont être différentes, qui vont changer de contexte tout le temps. Donc, évidemment qu'il va y avoir des cas. N'allez pas vous exciter dans les commentaires, il va y avoir des cas où le fait de booster la fondamentale va marcher et ce sera un move qu'il faudra faire dans un mix. Mais, les 3/4 du temps, sincèrement d'après mon expérience, le problème quand on ressent pas assez
la fondamentale d'un kick au sein d'un mix ne vient pas du fait que le kick n'en aille pas assez, mais vient du fait que soit cette fondamentale du kick se fait masquer par autre chose, notamment la basse, soit aussi du fait que le kick en soi contient trop de bas médium. Quand un kick contient beaucoup de bas médium, si vous voulez, naturellement, en fait, on va avoir tendance à moins percevoir le sub. Ça, c'est un phénomène qui est comme ça. Donc, souvent, le fait d'aller nettoyer là où il faut dans le bas médium du kick va faire naturellement ressortir la fondamentale du kick. Et donc, si on a bien respecté tout ce dont on a parlé dans cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on a une bonne longueur de kick, on a fait une parfaite transition entre notre kick et notre basse, on a fait bien attention de laisser la place au sein du mix de la prod pour les éléments importants du kick, les 3/4 du temps, on va pas avoir besoin de booster la fondamentale du kick si on a fait un bon kick dès le début. D'où, de nouveau, l'importance de savoir designer des kicks et maîtriser tout ça à 100%. De nouveau, si ça vous intéresse, j'ai une formation, lien dans la description. Et donc, ça engendre en fait cette erreur qui est de booster la fondamentale. Je vous garantis que 8 fois sur 10, la solution, elle est plutôt dans le fait de nettoyer le reste plutôt que de booster cette fondamentale du kick. Donc, si vous suivez tous ces conseils à la lettre, que vous faites gaffe, en fait, cette checklist comme ça, tous ces points qui sont importants à chaque fois dans vos prods et dans vos mix, je vous garantis que le low-end, les subs globales de votre mix n'en seront que plus tight, clean, perceptibles. Et un dernier petit mot aussi pour en revenir à l'histoire des low mids, hein, des médiums, des bas médiums et des subs. Évidemment qu'au sein du mix, il va être aussi très important d'avoir un niveau bien balancé entre globalement vos subs et les mids, les bas mids. Parce que sinon, de nouveau, il va y avoir le même phénomène qui va avoir lieu, mais sur l'ensemble du mix globalement. Donc ça, c'est aussi une chose très importante à respecter, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Si vous souhaitez soutenir ce channel, je dis jamais assez, mais vous pouvez devenir membre de la chaîne. Pour quelques euros par mois, vous pouvez accéder à tout plein de vidéos, de sessions de mix, mastering, prise en direct. Il y a aussi du sound design, il y a même quelques cours comme ça que j'ai donné, que j'ai enregistré. Vous allez apprendre plein de trucs, je vous le garantis. C'est un moyen de vous former, mais aussi de support ce channel. Sinon, vous pouvez aussi vous former tout court avec mes formations. Je vous remets tous les liens en dessous. Abonnez-vous aussi à ce channel, ça aide énormément, c'est gratos, ça coûte rien. Donc voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur le process de kick en général, je vous propose ces vidéos. Les gens, c'était Igor Cholet de Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao!